Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde voit mon écran. Bienvenue à ce deuxième webinaire du réseau Ville Éponge sur le sujet des sols urbains. Voilà, ce qu'il y a encore à dire, c'est que les questions que nous allons traiter ou que nous allons pas avoir le temps de traiter maintenant, on va les traiter par la suite et on va les mettre sous forme d'une FAQ en format PDF sur la plateforme suite à ce webinaire. Je ne vais pas présenter une deuxième fois notre projet Ville Éponge pour tous ceux qui ne savent pas encore ce qui est ce projet. Vous pouvez très volontiers aller revoir la petite présentation que j'ai faite lors du premier webinaire le mois de janvier en allant sur le lien que vous voyez ici. Pour info, juste un petit rappel, le site spongecity.info, il est pour l'instant uniquement en allemand, mais la traduction en français est en cours et devrait aller en ligne dans quelques mois. Aujourd'hui, comme le titre de ce webinaire le dit, on va se concentrer sur le sol, qui est une base importante de la ville éponge. On avait commencé avec un sujet plutôt de la planification et conception de la ville éponge en parlant de l'aménagement du territoire le mois passé. Le sol lui-même, c'est une ressource limitée. On va focaliser aujourd'hui surtout sur l'élément 3D du sol, pas le 2D comme on en parle dans l'aménagement du territoire, mais vraiment le sous-sol fonctionnel qui est une base pour la ville éponge. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous allons avoir 3 présentations. On va commencer avec une présentation de Carole Imhoff qui va nous parler de ce qu'est le sol, quelles sont ses fonctions, qu'en est-il de nos sols urbains concernant leur qualité notamment. Et puis, elle va nous présenter l'indice de qualité des sols qui est comme une base importante pour les planifications futures. Guillaume Raymondon va par la suite nous expliquer un peu plus en détail cette méthodologie qui est derrière cet indice de qualité des sols et montrer surtout aussi l'utilisation de cet indice à l'exemple de la région de Morges. Et on va compléter ce webinaire avec une présentation par Isabella Sedivi qui va nous présenter des exemples concrets de désimperméabilisation qui ont été faits dans la ville de Zurich. Avec ceci, j'enlève ma présentation et je propose à Carole Imhoff de partager son écran. Carole, c'est une ingénieure en environnement qui est chargée de projet dans l'équipe gestion durable des sols à Sanu Durabilitas depuis 2 ans. Elle est en charge notamment de ce projet Indice de qualité des sols, qui est un projet à niveau national soutenu aussi par l'OFEV et qui vise à lancer et suivre des projets pilotes sur l'indice de la qualité des sols, comme cela a été fait dans la région Morges, que Guillaume Raymondon va vous présenter. Donc, merci Carole pour ta présentation et je te passe la parole. Merci beaucoup Sylvia pour cette introduction. Vous devriez tous voir ma présentation On voit ton maintenant. écran et on t'entend. Super, génial. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous intéresser aujourd'hui au sol et plus particulièrement au sol urbain. Je vais vous présenter un aperçu de ces sols en première partie et Guillaume Raymondon complétera ensuite ma présentation. Donc, quand on parle de sol, on parle en fait, selon la LPE, de la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes. C'est une définition simplifiée d'une ressource complexe, puisque pour construire, pour créer 1 centimètre de sol, il va falloir plus de 100 ans. Et nous ne sommes pas capables, à l'heure actuelle, de recréer un sol qui a les mêmes propriétés qu'un sol naturel. Et quand on voit qu'en fait, on perd 0,5 mètre carré, un demi-mètre carré de sol par seconde en Suisse, on se rend compte que cette utilisation des sols n'est pas durable. Présentation sur les sols urbains, cette première partie, je vous disais ici que les sols mettent extrêmement longtemps à se former et que dans le même temps, en Suisse, on en perd un demi-mètre carré par seconde.
qu'on n'a pas une gestion durable de cette ressource. Si on décrit les constituants du sol, on va avoir de manière approximative et générale 50% de fluide et 50% de matière solide. Dans ce fluide, en fait, on va avoir 25% de liquide, 25% de gazeux. Et si on ramène ça à la ville éponge et qu'on fait une généralité, on peut dire que finalement, le sol peut remplir la moitié de son volume en eau. Pour les sols en milieu urbain, je vous ai mis ici quelques exemples pour avoir un aperçu général. À gauche, vous avez un sol agricole qui a des horizons bien distincts. Et à droite, vous avez une série de sols urbains. Et vous voyez qu'il y a une grande diversité. On ne va plus reconnaître ici les horizons. On a une variété de matériaux aussi. Et à droite même, on a un substrat qui est fait de matériaux artificiels. Donc, on a une grande variété de propriétés on a une grande variété de propriétés au sein des sols urbains. Tous ces sols ont malgré tout un point commun, et leur point commun, c'est d'être à l'interface et d'avoir un contact avec un sous-sol et l'air. Quand on parle de sol naturel, on va avoir un sous-sol qui est la roche-mère et par exemple un contact avec la nappe phréatique, et le sol va infiltrer l'eau, le transférer à la nappe. Le sol être capable de stocker l'eau et de le redonner à la végétation. On parle de triptyque au sol plante de plus en plus. Et cette végétation, elle va transpirer. Le sol, lui, va aussi évaporer une partie de son eau. Et ça va créer de l'évapotranspiration qui est à même de rafraîchir le microclimat, le climat ambiant en zone urbaine. On va avoir aussi des précipitations, évidemment, que le sol pourra en partie absorber. Ça, c'est pour les sols naturels. Et ces sols naturels, ils vont amener une quantité de services. Évidemment, quand on parle de sol en milieu urbain, on a une variété qu'on verra encore en détail. Si on a un parking souterrain, si on a une toiture végétalisée, on ne va pas avoir ce portfolio de services. Ces services ils sont soutenus par les fonctions des sols qui sont représentées ici. On a une fonction d'habitat, par exemple. Les sols sont à même d'abriter des animaux, des plantes, des micro-organismes. On a la fonction de production de bois, d'aliments, de fourrage, de fibres. On a une fonction de régulation aussi. Ça touche au cycle de l'eau, mais aussi au stockage de carbone et à la filtration des pollutions. Une fonction de support du sol, et ça, c'est la fonction du sol à abriter nos constructions et aussi nos infrastructures souterraines. Et la fonction de fournisseur de matières premières, ça va toucher au gravier, la terre rare, l'eau potable. Et enfin, cette fonction d'archivage qui est la capacité du sol à conserver notre patrimoine culturel, finalement le sol comme témoin du passé. Les trois premières fonctions, cette fonction d'habitat, la fonction de production et la fonction de régulation, sont des fonctions écologiques. Et les trois autres fonctions sont des fonctions liées à l'activité humaine. Et on va voir qu'elles sont souvent en compétition, particulièrement dans le milieu urbain. La stratégie Sol Suisse, elle a posé une vision pour protéger les fonctions des sols. Cette vision, elle est résumée ici en trois objectifs. La première, c'est à l'horizon 2050, une consommation zéro de sol. Donc là, on va lutter contre l'imperméabilisation. On a vu que c'était la plus grande menace qui pesait sur les sols. L'objectif numéro 2, c'est de prendre en compte les fonctions des sols dans l'aménagement du territoire. Et le troisième, c'est une protection des sols contre les atteintes persistantes. Quand on regarde en détail la stratégie sol suisse, on voit qu'il y a deux chapitres qui concernent les sols en milieu urbain. D'une part, dans la zone à bâtir, où la stratégie sol suisse a défini des objectifs spécifiques.
On veut préserver durablement le plus grand nombre possible de fonctions du sol dans la zone à bâtir. Et on veut aussi que dans cette zone, les sols puissent remplir au mieux leurs fonctions pour contribuer à une qualité de vie, à la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique. Et ce serait dans ces 3 petits points que je vais couper ici. Je le dis à l'oral. On a aussi un autre volet de la stratégie Sol Suisse qui se concentre sur vraiment les sols urbains et qui là définit que les sols nouvellement créés dans le milieu bâti doivent être aménagés pour que les fonctions écologiques soient garanties, qu'il n'y ait pas d'atteinte persistante par des polluants, et on souhaite aussi restaurer les fonctions des sols atteints, des sols pollués. Ça, c'est pour le contenu stratégique. Il y a évidemment tout un cadre légal aussi autour des sols. Je vous ai listé ça de manière très succincte ici, mais aussi des aides à l'exécution. On verra plus tard, mais le cadre légal, il est très réactif et pas proactif. Donc, le cadre légal ne va pas mettre en avant les fonctions des sols ou les protéger. C'est plutôt à l'état de vision pour l'instant de la stratégie Sol Suisse. Le VSA a aussi des attentes sur les sols et les formules dans la gestion des eaux urbaines par temps de pluie. On dit par exemple que les eaux de bienfait peuvent être infiltrées, elles doivent même être infiltrées en priorité dans un sol, mais un sol biologiquement actif. Les propriétés sont listées ici dessous, par exemple. On s'attend à ce que les sols présentent certaines caractéristiques pour être à même d'infiltrer ces eaux. C'était pour un tour d'horizon du cadre réglementaire et des attentes par rapport aux fonctions des sols. On va voir maintenant qu'est-ce que c'est dans la pratique et qu'est-ce que c'est vraiment la réalité des sols urbains. Bien, dans la pratique, et si on a l'exemple de la brochure de l'OFEV Eau de pluie dans l'espace urbain, on voit à gauche que cette mesure 2.2, elle vise les surfaces libres perméables à l'eau. Donc, on va essayer d'infiltrer l'eau le plus possible dans des surfaces perméables. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le terme sol n'apparaît qu'une seule fois dans toute cette mesure. Et on ne parle même pas des fonctions des sols et de qualité des sols. Donc, cette fonction des sols d'infiltrer l'eau, elle n'est pas mise en avant. Par contre, on a mention des sols dans cette brochure. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on veut une utilisation et une gestion des sols, mais ça ne concerne que l'extérieur de l'espace urbain. Et là, dans l'extérieur de l'espace urbain, on va mettre en avant cette fonction des sols. Finalement, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a une faible prise en compte des sols urbains dans la gestion des eaux en ville pour l'instant. Alors, pourquoi? Eh bien, une partie de la réponse, c'est les sols urbains eux-mêmes, parce que les sols urbains sont souvent mal en point. Donc, la qualité des sols, c'est quoi? La qualité des sols, c'est la capacité d'un sol à fournir des fonctions qui lui sont propres. Quand un sol est malmené comme à droite, ça devient difficile. On a des qualités très variables et généralement médiocres. On voit aussi que les instruments légaux ne sont pas à même de protéger efficacement les sols et surtout leur qualité, particulièrement en milieu urbain. On a la norme VSA qui demande que les eaux de bienfond soient infiltrées en priorité dans un sol biologiquement actif. Ce sol biologiquement actif, il est rarement trouvable en milieu urbain, c'est la réalité. Donc les sols urbains sont complexes, ils présentent des qualités variables et on peut quelque part penser, si on repense à nos fonctions, on a des fonctions de support qui sont vraiment mises en avant en ville, tout ce qui est soutien aux infrastructures, et qui vont se faire finalement au détriment des fonctions écologiques. Et pourtant, quand le sol manque en ville, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est trop difficile, du sol en ville, on oublie. Pourtant, il manque. Quand il n'est pas là, c'est difficile de faire sans lui. Alors, c'est un exemple très imagé que j'amène ici, mais c'est la Turbinenplatz à Zurich. On a un revêtement clair sur cette place avec du gravier, une évacuation des eaux sur les bas-côtés.
Et on voit que cette place s'est transformée en îlot de chaleur pour la ville. Et la ville a ensuite installé un énorme brumisateur pour rafraîchir la place. Quelque part, si on le dit de nouveau de manière très imagée, on a recherché cette fonction des sols qui permet de rafraîchir le microclimat. Alors finalement, comment avancer, comment amener la thématique des sols avant qu'ils disparaissent sous le béton et comment préserver leur qualité, comment les valoriser? Il y a plusieurs éléments de réponse, il n'y a pas de solution miracle. Le premier élément de réponse à apporter, c'est de dire qu'il faut maintenir l'existant. Il faut vraiment mettre en avant la qualité des sols, les valoriser avant qu'ils terminent sous le béton, sous l'asphalte. Parce qu'on a vu que c'est un processus très lent à créer et qu'on n'est pas à même de recréer des sols aussi fonctionnels que les sols naturels. On a ici quelques exemples, je vous ai mis quelques exemples d'initiatives, dont des initiatives de Sanu Durabilitas pour mettre en avant ces sols intacts. Il y a par exemple le label CID, qui est un label pour des quartiers durables qui demande 45% de toute la surface du périmètre du projet en pleine terre. C'est une de ces mesures. Et bien sûr, pleine terre, c'est défini différemment dans les corps de métier. Dans la perspective sol, on va parler de pleine terre quand on a un sol qui est en contact avec un sous-sol naturel et pas un sol qui est au-dessus d'un parking souterrain. Bien sûr, attention aux définitions ici, mais la mise en avant est déjà intéressante. Pour valoriser les fonctions des sols et la qualité des sols, Sanu Durabilitas a aussi créé une fiche d'utilisation des sols. Le lien vers cette fiche est dans les slides. Cette fiche d'utilisation des sols, elle est téléchargeable gratuitement sur notre site, justement. Et vous avez un extrait ici. C'est une fiche qui veut finalement sensibiliser en caractérisant les sols plus que par leur surface, donc en apportant cette vision 3D tout en ayant une définition très simplifiée quand même du sol, ce qui permet au visuel pouvoir remplir ces deux colonnes. On a un budget avant projet et un budget après projet de quel type de sol on a. On va retrouver surface de sol en pleine terre, par exemple. Et je vous laisserai découvrir les autres définitions de sol qu'on a mis dans cette fiche. Et l'idée, c'est de faire un bilan avant projet et après projet lors de la planification pour se rendre compte finalement de quel sol on va perdre et qu'est-ce que ça va être la perte de sol en pleine terre. Pour valoriser les sols et leur qualité, il y a aussi justement la liste de qualité des sols, qui est un projet phare de Sanu Durabilitas. Et je vais y revenir à la prochaine slide. Deuxième élément de réponse, on a dit on veut préserver les sols et leur qualité en premier élément. Deuxième élément de réponse, c'est de dire quand il y a des sols qui sont créés, quand on fait des substrats, on va veiller à introduire des qualités, de la qualité. On va introduire des fonctions des sols autant que possible. Il y a de la recherche qui est faite dans cette idée-là. Je vous ai mis quelques exemples, par exemple de l'EPIA ici, et de nouveau sur la page web Sponge City, il y a aussi des ressources pour des pistes de solutions pour introduire des fonctions dans les substrats. L'indice de qualité des sols. Alors, le but de l'indice de qualité des sols, c'est d'exprimer ce que peut faire le sol en termes de fonction via un indice et l'intégrer dans l'aménagement du territoire. C'est un mandat de Sanu Durabilitas de tester cet instrument dans la pratique. C'est un instrument par ailleurs recommandé par la recherche. Le PNR 68, Programme national de recherche du FNS, 68 a mis en avant cet outil, a testé sa faisabilité scientifique et maintenant Sanu Durabilitas le reprend pour le tester dans des projets concrets. On va voir comment se crée l'indice ici. On a tout d'abord une identification des enjeux avec les partenaires.
On a ensuite une sélection des fonctions des sols qui sont justement, qui adressent les enjeux identifiés. Il va y avoir ensuite une récolte de données et un assessment des données, donc une valorisation des données. Souvent, cette étape, elle se fait avec des acteurs de la recherche ou le centre de compétences sol. Il y aura une transformation en un indice de qualité des sols. Donc, c'est là qu'on va créer l'indice et on va pouvoir visualiser qu'est-ce que c'est la qualité d'un sol donné par parcelle. Et vous le verrez un plus en détail ensuite par région Morges, comment ça a été développé et géré. L'idée, c'est d'ensuite l'introduire dans la pesée des intérêts, dans l'aménagement du territoire, afin, de manière ici imagée, de construire des nouveaux quartiers sur les sols de moins bonne qualité, dans l'idéal. Vous avez aussi, ici au milieu, je reviens au milieu de cette image, la création de l'indice de qualité des sols, qui est du coup une donnée qualitative sur une parcelle, et on peut la multiplier avec la quantité, donc avec la surface de la parcelle, pour avoir un système de points d'indice de qualité des sols. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé à Stuttgart depuis 10 ans pour se donner des contingents de consommation des sols et justement réguler, freiner cette imperméabilisation. Sanodurabilitas, je vous l'ai dit, co-initie des projets pilotes sur les indices de qualité des sols. Donc, c'est des partenaires qui vont traverser toutes ces étapes et prendre en main l'outil. Il faut savoir que Sanodurabilitas co-initie, suit ces projets, mais c'est les acteurs locaux qui développent un indice qui leur est propre et qui répond à ces enjeux, donc qui porte le projet. Comme projet pilote, on a le projet Chambly-Houbertigny qui est lié à la couverture de l'autoroute A12 qui va permettre en fait le développement de nouveaux pôles urbains sur du terrain actuellement non bâti. Là, l'enjeu, ça va être d'introduire les indices de qualité des sols au début de la planification, ou en tout cas la perspective de la qualité des sols au début de la planification, pour mettre en avant leurs fonctions et les préserver autant que possible lors du développement du site. On a un autre projet pilote à Witzwil qui, lui, est hors zone à bâtir et qui concerne plus les terres agricoles et qui, l'indice là, devra faire la pesée d'intérêt ou participer à cette pesée d'intérêt entre zone agricole et protection de la nature. On a un autre projet pilote qui va peut-être encore démarrer, mais sinon, on a aussi Région Morges, qui est le premier projet pilote à avoir été lancé. Guillaume Raymondon est le porteur du projet de Région Morges, de ce projet pilote, et il va vous détailler maintenant les étapes de création d'indices de qualité des sols et comment la région a pris en main cet outil. Merci pour votre écoute et je passe la parole à Guillaume et d'abord Sylvia pour l'introduction. Merci beaucoup. Merci Carole pour cette introduction très intéressante avec les bases sur les sols. J'ai regardé dans la foire aux questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc je propose que Guillaume reprenne directement dans l'espoir que ton partage d'écran fonctionne dès le début. Comme Carole l'a déjà dit, Guillaume, il est porteur de ce projet Indice de qualité des sols. Guillaume, il n'est pas le spécialiste des sols, il a plutôt un profil généraliste en aménagement du territoire, mais c'est un rôle très important qu'il a parce que c'est un rôle de coordinateur entre ces différents acteurs, les différents enjeux et les différents besoins, dont aussi les besoins de la gestion des eaux. Donc, merci Guillaume pour ta présentation. Merci Sylvia, merci Carole pour cette introduction. Bonjour à tous et merci de prendre le temps de participer à ce webinaire sur la mise en œuvre de la ville éponge au travers de la qualité des sols. Pour nous, c'est vraiment un projet d'avenir, donc on espère qu'il va pouvoir se concrétiser, on va dire, dans le futur de manière beaucoup plus générale que ce qu'on a pu faire à titre pilote au niveau de la région morgienne. Je vais voir si j'arrive à passer les slides correctement. Oui.
Avant de vous parler de l'indice de qualité des sols, je vais peut-être refaire un petit retour en arrière sur la stratégie sol suisse, mais dans le contexte de l'aménagement du territoire. Parce que c'est vrai que quand le Conseil fédéral annonce en 2020, sort sa stratégie sol suisse et puis annonce ses objectifs, c'est quand même des objectifs qui sont relativement ambitieux quand on a l'habitude de travailler dans l'aménagement du territoire. Le premier objectif qui concerne un zéro consommation nette de sol, donc c'est un peu comme au niveau du GIEC et de toute la thématique sur le climat, on s'est fixé un objectif de zéro émission de CO2 à 2050. Et ben, on a aussi un objectif de zéro consommation de sol net à 2050. Donc, il faut le voir un petit peu comme un objectif aussi ambitieux que ce qu'on essaie de faire au niveau du climat. C'est vrai que quand on sait d'où on part au niveau de la planification, aujourd'hui, la question du sol, elle n'est pas du tout thématisée au niveau de l'aménagement, on voit tout le chemin qu'on aura à parcourir pour être capable d'atteindre cet objectif. Si on reprend un tout petit peu les grandes bases de l'aménagement du territoire, avec l'exemple de la région morgienne, on voit les enjeux apparaître relativement rapidement. Là, c'est les 10 communes qui composent l'association Région Morges, avec la ville de Morges qui est un petit peu au centre. On voit qu'on est sur un territoire ville-campagne, avec encore passablement de zones agricoles, de zones à bâtir. Et puis, on a vraiment en aménagement du territoire ce principe de séparation entre les zones constructibles et les zones qui ne le sont pas. Donc là, ce que j'ai représenté en vert sur la carte, c'est toutes les zones constructibles. Avec la révision de la loi sur l'aménagement du territoire 2013 et puis le principe de densification vers l'intérieur, on a vraiment souhaité concentrer encore plus l'urbanisation à l'intérieur des zones bâties. Donc ça, c'est un principe qui est plutôt favorable du point de vue de la préservation des sols agricoles, puisqu'on évite le mitage. Par contre, on va générer une pression supplémentaire sur les sols urbains. Et cette pression, elle ne va pas forcément dans le sens de ce qu'on souhaite faire avec la mise en œuvre de la ville éponge. Et puis un dernier élément, si on ajoute à ça toute la question de l'inventaire des surfaces d'assolement, qui est aujourd'hui l'instrument par lequel on parle de sol en aménagement du territoire, parce que quand on parle de sol en aménagement du territoire, souvent on nous dit « Ah oui, les surfaces d'assolement ». Alors, c'est un peu réducteur, mais c'est un peu ça qui ressort. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une vraie dichotomie entre, d'un côté, les zones constructibles, de l'autre côté, les zones agricoles classées comme surface d'assolement. On voit là, ça couvre 90 à 95% du territoire. Donc, il y a vraiment, on est sur du binaire noir-blanc. Et puis, nous, ce qu'on cherche avec l'indice de qualité des sols, c'est amener un petit peu de nuance, notamment en disant que ce n'est pas parce qu'on est en zone à bâtir qu'il n'y a pas d'enjeu sol, il y a aussi des enjeux sol. Il faut être capable d'avoir les bons outils pour en parler. En zoomant un tout petit peu, ces enjeux sol, on les voit relativement vite, notamment parce qu'on a toute une série de zones qui sont déjà classées zones à bâtir, mais qui sont encore exploitées en agricole. Donc, toutes les parcelles qui sont entourées en rouge sur ce plan, c'est des parcelles sur lesquelles il y a encore des activités agricoles, quand bien même c'est déjà classé en zone à bâtir. Donc, ça veut dire que c'est des zones un petit peu en suspens, en attente d'urbanisation. Et puis, au moment où elle va s'urbaniser, de tout d'un coup, on va avoir ces surfaces vertes qui vont disparaître au profit de l'urbanisation, et ça risque d'avoir des impacts assez importants, notamment sur la capacité du territoire à infiltrer les eaux, puisqu'on est dans un webinaire sur la ville éponge. Si on zoome encore un tout petit peu, on voit, par exemple, l'évolution sur les 15 dernières années. On voit qu'il y a une densification qui se fait, alors qu'elle est souhaitée et souhaitable, mais que souvent, cette densification, elle amène non seulement des bâtiments supplémentaires, mais aussi des zones de stationnement, par exemple. Et tout ça, ça se fait au détriment des fonctions des sols. Au départ, on avait une zone qui était encore relativement verte, même si elle était déjà urbanisée. Et à la fin, les zones vertes, elles sont quand même relativement limitées, mais également la capacité du sol à infiltrer les eaux. Si maintenant on fait le lien entre cette tendance qui est plutôt négative et puis d'autres tendances qu'on peut aussi observer, on a aussi des synergies qu'on peut exploiter. Par exemple, au niveau du climat, toutes les communes font des plans climat maintenant. Il y a beaucoup de communes qui font des plans canopés en disant mais il faut de l'ombrage, il faut qu'on se préserve des îlots de chaleur. Et pour toutes ces raisons-là, les sols, c'est quand même un atout extrêmement important. Si on veut pouvoir planter des arbres qui tiennent en été, il faut du sol pour pouvoir les planter. Donc ça, c'est quand même plutôt
un appui par rapport à cette prise en compte des sols dans l'aménagement. C'est vraiment des thématiques qu'on peut essayer de mettre en synergie. On voit aussi que les villes essayent de faire un certain nombre de choses. Alors, on l'a vu avec l'exemple de Zurich tout à l'heure, mais on le voit aussi avec l'exemple de Lausanne. Toutes les villes essayent maintenant de faire des actions pour supprimer le béton, remplacer par des petits coins de jardin ou des zones désimperméabilisées. Là, il y a un article à gauche qui parle de ça à Lausanne. Et puis en même temps, on a des grands projets qui émergent, projets publics par exemple. On peut prendre l'exemple de Plateforme 10, qui est un grand projet avec un grand pôle muséal à Lausanne, qui eux, on a l'impression qu'ils n'ont pas du tout thématisé cette question des sols, et puis on arrive sur une zone qui est quasiment 100% minérale, avec des problèmes d'îlots de chaleur qui se posent rapidement, et puis des nécessités justement de rafraîchir de manière artificielle l'atmosphère, par exemple avec des brumisateurs. Donc, on voit qu'il y a une volonté de faire des choses, c'est une thématique qui rentre, mais par contre, l'action, elle n'est pas toujours cohérente. Et puis, on ne sait pas encore trop quelle est la tendance qui gagne. Est-ce que c'est la tendance à essayer de désimperméabiliser? Quelqu'un, on se dit, ben, on va dans le bon sens. Ou est-ce que c'est la tendance inverse, puisqu'il y a plein de petites opérations qui vont vraiment dans le sens inverse? Au niveau des privés, c'est exactement la même chose, puisqu'on constate notamment dans les jardins privés qu'on a de plus en plus tendance à vouloir limiter l'entretien de son jardin, parce que les gens n'ont plus le temps aujourd'hui d'entretenir leur jardin. Et puis souvent, on va préférer avoir une plate-bande de cailloux, hein, Steingarten en allemand, c'est quelque chose qui est bien connu, plutôt que d'avoir une zone relativement naturelle qui demande peut-être un petit peu plus d'entretien. Donc, c'est vrai que cette tendance, on la voit aussi au niveau du privé. Et là, il y a un grand enjeu de sensibilisation à faire par rapport à ça. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a décidé de lancer ce projet d'indice de qualité des sols. C'est parce que, d'une part, on y voit un intérêt très clair par rapport à ce qu'on souhaite mettre en œuvre en matière d'aménagement du territoire, mais d'autre part, parce que tout le concept a été posé par la stratégie Sol Suisse. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver des outils pour l'implémenter. Et ce projet pilote, il est très opérationnel parce qu'il cherche à démontrer qu'on est capable de le faire avec des outils concrets et puis pouvoir tester dans un certain nombre de situations l'apport qu'on peut avoir sur la qualité des projets. Si on prend les besoins en se positionnant vraiment dans le concept de la ville éponge, eh bien, aujourd'hui, en aménagement du territoire, si on veut travailler cette question de ville éponge en utilisant les sols, on a déjà besoin de pouvoir évaluer le potentiel d'infiltration et l'état des sols. Donc, on a un premier besoin, c'est simplement besoin de cartographie pour être capable de savoir où est-ce qu'on peut infiltrer les eaux de surface, puis quels sols on peut utiliser pour le faire, quels sols ont on va dire, la capacité de le faire dans l'état où ils sont aujourd'hui. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est pouvoir valoriser tous ces services qui sont offerts par les sols dans les projets d'aménagement, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à travailler avec des aménagements qui n'utilisent pas ces services, en tout cas pas de manière explicite. Là, on doit être capable de thématiser ces sols dans les projets d'aménagement. Et puis un dernier enjeu, dernier besoin qui est extrêmement important, c'est également de suivre l'évolution de la qualité des sols sur plusieurs années, puisque on voit qu'on a des tendances, mais on n'est pas capable aujourd'hui de les mesurer de manière relativement précise. Or, c'est vrai que si on veut pouvoir adapter les politiques publiques, par exemple dans des quartiers où on voit que l'imperméabilisation progresse toujours plus, on doit avoir un indicateur qui nous permet de dire, ah ben voilà, les 5 dernières années, on a imperméabilisé tant de mètres carrés. Et puis, du coup, il faut qu'on renforce les mesures pour essayer de limiter cette imperméabilisation. Donc, l'indice de qualité des sols, par rapport à ces 3 besoins, il va nous apporter quelque chose. Aujourd'hui, cet indice de qualité des sols, tel qu'il a été mis en place au niveau de la région Morgienne, il comprend 3 outils. Un premier outil qui permet de générer des cartes indicatives de qualité des sols, donc une première cartographie de l'état actuel. Un deuxième qui permet de corriger, on va dire, cette carte indicative quand on travaille à une plus petite échelle où on a besoin d'une carte un peu plus précise. Et puis, un troisième outil qui permet de simuler l'impact d'un projet sur la qualité des sols pour pouvoir l'adapter avant qu'il soit réalisé. Ça, c'est le gros enjeu. C'est une fois que le projet est réalisé, c'est trop tard. On voit avec Plateforme 10 à Lausanne
Une fois que le projet est réalisé, on peut juste venir avec des brumisateurs pour rafraîchir l'atmosphère. Par contre, on ne va pas dégrapper tout le bitume qu'on vient de poser pour retrouver des sols. Donc, c'est vrai que la marge de manœuvre, elle est avant. Et le gros enjeu par rapport à cette question de qualité des sols, c'est d'être capable d'anticiper suffisamment en amont pour être capable de l'intégrer dans les projets. Je vais passer au travers de ces 3 outils avec des exemples, mais avant, peut-être juste poser quelques concepts qui sont importants dans la manière dont l'outil a été implémenté. Carole vous a parlé tout à l'heure des fonctions des sols. On sait aujourd'hui que les fonctions des sols, on n'est pas capable de les mesurer sur le terrain. La seule chose qu'on peut mesurer, c'est un certain nombre de propriétés du sol, sur la base desquelles on va être capable de déduire ces fonctions. Donc, parmi les propriétés, il y a des propriétés qui vont être relativement stables dans le temps. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent évoluer relativement rapidement. Par exemple, sur les sols agricoles, le taux de matière organique il peut varier dans le temps. Par contre, la question de la profondeur utile du sol, elle, s'il n'y a pas des gros travaux qui sont faits, il n'y aura pas tellement de changements. Donc, on doit être capable de mesurer ces propriétés sur l'ensemble du territoire pour évaluer les fonctions des sols. Et puis, on doit être capable de mesurer ces propriétés de manière relativement dynamique, parce que ça ne sert à rien qu'on fasse une carte en disant c'est bon, la carte des sols est faite. Et puis, 5 ans après, les propriétés ont bougé et puis on a une carte qui est obsolète. Donc, on doit avoir ces paramètres dynamiques qui rentrent en ligne de compte. Donc, la logique de base de l'indice de qualité des sols, elle est relativement simple. On va mesurer ou estimer les propriétés du sol sur tout le territoire. On va pouvoir en déduire un certain nombre de fonctions. Et puis, sur la base de ces fonctions, on va pouvoir thématiser les services écosystémiques rendus par les sols. Cet indice de qualité des sols, il est aussi intéressant à mettre en parallèle avec tous les programmes de cartographie du sol qu'on a actuellement en Suisse. Parce que si on prend l'état de la cartographie, c'est une carte qui a été faite dans le cadre du Programme national de recherche 68 sur l'utilisation des sols, on se rend compte qu'on a très peu de connaissances de nos sols. On a des cantons dans lesquels il y a eu des cartographies qui ont été faites, mais il y a déjà un certain nombre d'années. Et puis, ça couvre de loin pas tous les cantons et pas tous les territoires de manière égale. Et quand on parle, en plus de ça, des sols urbains, puisque c'est ce qui nous intéresse notamment dans le cadre de la ville éponge, et bien là, on a très, très peu de données et puis des sols qui sont extrêmement très diverses. Donc, on doit trouver une manière de travailler qui nous permette d'avoir des informations à cette échelle-là et dans les zones qui sont les plus importantes pour nous. Donc, les choix qui ont été faits dans la mise en œuvre de l'indice de qualité des sols, c'est d'utiliser toutes les informations qu'on peut tirer aujourd'hui avec la géoinformation. On a énormément de géodonnées qui sont disponibles. Et ces géodonnées, même si elles ne concernent pas toutes les sols, où on a peu de données directement en lien avec les propriétés du sol, on peut néanmoins en tirer des informations indirectes par rapport à ce qu'est l'état du sol à un endroit donné. Donc, sur la base de ces informations indirectes, on est capable de faire une prédiction avec une certaine fiabilité de quelle sera la qualité des sols à tel ou tel endroit. Ça nous permet de faire une carte prédite, c'est la carte indicative que je vous ai exposée tout à l'heure. Et puis ensuite de ça, bien sûr qu'il va falloir, quand on va travailler sur des projets, aller récolter des données pour vérifier que cette carte prédite, elle est bien correcte. Mais par contre, on récoltera que les données qui sont absolument nécessaires à la mise en œuvre du projet. On n'a pas besoin de faire une cartographie, enfin, d'avoir ces données comme préalable à la réalisation d'une carte. Donc voilà ce que ça peut donner pour une carte de fonction des sols sur la fonction de régulation du ruissellement, par exemple, qui est une fonction qui nous intéresse dans le cadre de la mise en œuvre de la ville éponge. Donc on a une évaluation de cette fonction du sol qui va de nul, ce serait ce qui est en rouge sur la carte, à très bon, qui serait la note 6, donc bleu sur la carte. Et puis toute une gamme entre deux, moyenne, notamment les zones agricoles, on voit qu'on n'est pas à 100% au niveau de l'infiltration. Ça, c'est déjà un apprentissage intéressant.
Et puis, comme cette carte, elle a été produite sur la base de données qui n'était pas toujours parfaite, en parallèle, on produit toujours une carte de fiabilité qui est liée à la fonction, qui va décrire pour chaque partie du territoire, est-ce que l'information qu'on avait quand on a produit la carte de base, on jugeait elle nous permettait d'avoir une bonne estimation de la qualité des sols ou pas. On se rend compte notamment qu'en milieu urbain, on est souvent sur une fiabilité qui est assez faible parce qu'on a peu de données. Et puis, que là, on est typiquement dans des zones où on aura besoin de faire de la récolte d'informations supplémentaires ou de travailler avec d'autres approches pour essayer de compléter de préciser, on va dire, un petit peu les hypothèses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arrive à réaliser de manière assez rapide sur des territoires relativement grands. Là, on l'a fait à l'échelle de la région Morgenne, mais on aurait pu la faire de la même manière à l'échelle d'un canton. Ce n'est pas un processus qui est très, très différent. Il faut juste une puissance de calcul un petit peu plus importante et puis il faut gérer un petit peu les données qu'on a à disposition à l'échelle de ce territoire. Mais par contre, c'est quelque chose qui est totalement réplicable. Ensuite de ça, on a souhaité pouvoir travailler à plus petite échelle sur cet indice de qualité des sols pour en tirer, on va dire, une plus-value dans le cadre d'un projet d'aménagement. Là, en l'occurrence, le processus qu'on a proposé, c'est de dire, bon, on part de cette carte de base qui a le mérite d'exister et puis qui nous donne déjà une première appréciation de la qualité des sols sur le périmètre. Et puis, on va extraire le périmètre de projet sur lequel on souhaite travailler. Ensuite, on va pouvoir ajouter des informations supplémentaires, soit par observation, soit par récolte de données de terrain. Et puis, en parallèle, on va modéliser l'état des sols selon un certain nombre d'hypothèses par rapport au projet qu'on souhaite faire. Et sur la base de ces deux cartes, on sera capable de réaliser un bilan qui nous dira si on a plutôt progressé en matière de fonction des sols par rapport par rapport, par exemple, au concept de la ville éponge, ou bien si on a régressé, sous-entendu qu'on a imperméabilisé beaucoup de surface qui était assez bonne au départ. Donc, on va prendre ces deux processus l'un après l'autre à travers d'exemples. Comme ça vous montrera un peu comment on peut envisager cette utilisation. Là, on est sur un périmètre, sur la commune de Launay, sur lequel on a une zone d'activité. Donc là, on ne le voit pas, hein, c'est des terrains agricoles, mais c'est un secteur qui va s'urbaniser dans les années à venir. Et on souhaite utiliser l'indice de qualité des sols pour essayer de guider un tout petit peu les aménagements qui seront proposés. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de définir le périmètre sur lequel on souhaite travailler, et puis de prendre la carte de base qu'on a générée de manière automatique. On se rend compte, sur la base de cette carte de base, on va se dire, ah ben voilà, on a une zone ici, tout à l'ouest du projet, il y a une zone relativement bonne du point de vue de la régulation du ruissellement. Donc, si on devait préserver une zone dans le cadre du projet, ce serait plutôt celle-ci qu'on va viser en priorité. Et puis ensuite, on va ajuster cette carte pour dire, est-ce que cette carte, elle est totalement juste en se basant notamment sur des observations de surface. On voit qu'il y a certains secteurs pour lesquels les données n'étaient pas toutes correctes. Donc, on va pouvoir ressaisir des données manuellement pour pouvoir corriger certaines petites erreurs. Et puis, on va aussi pouvoir se baser sur des informations historiques, par exemple des orthophotos, où là, on se rend compte que cette zone-là, c'est typiquement une zone qui a été construite sur la base des remblais de l'autoroute, quand on a construit l'autoroute en 1964. Donc, tous les sols ici, c'est du remblai. Donc, c'est des sols qui sont de bien moindre qualité que ce qu'on aurait pu penser de prime abord quand on allait simplement sur le terrain. Donc, ça, c'est des informations qu'on peut aussi rentrer dans les outils qu'on a créés pour pouvoir peut-être nuancer les constats de base. Et voilà ce que donne la carte une fois qu'elle a été ajustée. On se rend compte qu'en fait, la qualité du sol de la partie à l'ouest, elle est quand même on va dire, assez similaire au reste du site qui n'est pas urbanisé. Donc, il n'y a pas un intérêt particulier à préserver cette partie-là par rapport à d'autres. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'esquisser assez rapidement les fonctions des sols sur le périmètre. Et puis, sans même aller faire de sondage de terrain, d'avoir déjà une base pour les urbanistes pour permettre de travailler. Un élément qui est important
par rapport à l'évaluation de l'impact maintenant du projet, donc une fois qu'on va passer en phase de conception, c'est surtout d'éviter des mauvaises interprétations de ce que c'est que la qualité des sols ou éviter aussi certains effets de greenwashing. On le voit souvent dans des projets. Là, je vous ai donné un exemple qui vient des États-Unis. On a une rue et puis les urbanistes viennent et nous disent voilà, on va créer un concept pour réaménager cette rue. Donc forcément, l'image de droite est beaucoup plus attrayante que celle de gauche, notamment parce qu'il y a beaucoup plus de vert. Donc voilà, on peut se poser la question de savoir si c'est les mêmes arbres qui sont plantés dans les deux cas, parce que finalement, il n'y a pas de raison qu'ils soient plus verts à droite qu'à gauche. Mais d'un point de vue de la qualité des sols, en fait, si on se questionne un petit peu, on se rend compte que la qualité des sols sera moins bonne après qu'avant. Notamment parce que là, on va créer un cheminement sur une zone qui aujourd'hui est une zone verte. Donc, on va impacter probablement assez fortement les fonctions d'infiltration de cette zone. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais disons qu'il faut être conscient que du point de vue de la ville éponge, on va péjorer la situation. Donc, comment ça fonctionne au niveau de la modélisation? C'est pareil, on travaille sur la base d'un périmètre, on va prendre un plan et puis on va faire un certain nombre d'hypothèses sur la base de ce plan par rapport à ce que sera la qualité des sols après projet. On va notamment modéliser l'impact des revêtements, des bâtiments et puis des espaces verts. On va également pouvoir modéliser l'impact de remblais ou de zones sur lesquelles on aura travaillé les sols pendant le projet. Ça veut dire qu'ils auront perdu certainement un peu de leur qualité par rapport à leur état initial. On peut aller assez loin sur la définition de certaines propriétés du sol, notamment la capacité d'infiltration, si on souhaite faire des hypothèses plus précises ou fixer des objectifs au projet. Et puis, on peut également définir quelles sont les fonctions qu'on souhaite prioriser sur chaque partie du périmètre, dans l'idée que peut-être si on est dans une zone de plantation, on va vouloir favoriser une fonction qui est liée à la fertilité des sols ou à la production de biomasse. Et puis, dans d'autres parties du site, on souhaite vraiment mettre l'accent sur la fonction d'infiltration. Donc, sur la base de cette modélisation, on est capable de sortir une carte après projet qui peut être comparée à la carte avant pour faire une carte de bilan, ce qui nous permet d'avoir une vision assez claire sur le site des zones sur lesquelles on va perdre de la fonction, donc, où la fonction du sol, par exemple, fonction de régulation du ruissellement, va être péjorée, et puis les parties du site sur lesquelles elle va au contraire s'améliorer. Ça, c'est intéressant d'une part parce que ça nous permet d'avoir une vision globale sur le projet, relativement objective puisque c'est sur la base d'hypothèses qui sont transparentes. Et puis, ça nous permet surtout de questionner un petit peu le projet ou les ambitions du projet avant qu'il soit réalisé. On le voit notamment, il y a la question de l'état final qui est mentionnée ici, mais il y a aussi la question de la manière dont on va parvenir à cet état final. On voit notamment que toute la zone verte qu'on voit ici sur le plan, on pourrait se dire c'était un champ avant, c'est de la zone verte après. Du point de vue de la qualité des sols, c'est génial, on n'a pas de perte de fonction. Le problème, c'est que dans des projets d'urbanisme, par exemple, c'est souvent les zones sur lesquelles on installe la base vie pour la réalisation du projet. Donc, en gros, du point de vue des sols, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pendant le projet, on va décaper l'intégralité des sols, on va bitumer, on va réaliser le projet. Donc, on fera un joli parking ici sur le site. On va réaliser le projet, puis à la fin, on va recréer des sols avec les matériaux terreux qu'on aura stockés, mais probablement que ce sol, il aura perdu un petit peu de ses fonctions parce qu'il aura été passablement remanié. On a également, toujours sur le même projet, des impacts externes qui peuvent être liés à sa mise en œuvre. Par exemple, pendant le projet, on le voit ici, le stockage des terres a été réalisé sur une parcelle voisine. Et on voit l'état du sol après projet sur l'image de droite. Ça, c'est des relevés pédologiques qui ont été faits juste après. On voit que l'impact sur la qualité des sols a été relativement important, lié à ce stockage de terre, parce qu'on a dégradé des matériaux terreux aussi en surface.
il y a eu de la compaction, etc. Donc, c'est intéressant aussi de se poser ces questions-là sur le périmètre sur lequel on mesure cette, cette mise en œuvre de la ville éponge. Et puis un élément sur lequel on revient souvent, c'est que en fait, on dit avec la stratégie sol suisse, pas de perte de fonction des sols, c'est-à-dire que toutes les pertes de fonction à horizon 2050 devront être compensées. Et puis automatiquement, on a toujours les mêmes retours qui se font, c'est de dire ah mais c'est pas grave, on va impacter parce que de toute façon on pourra compenser derrière. Or, la logique avec les sols, et Carole l'a bien expliqué dans la première partie, c'est qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que la compensation, on peut la faire, mais elle est souvent relativement chère et relativement complexe à mettre en œuvre pour retrouver les mêmes fonctions qu'on avait au départ. Donc, en fait, on est obligé de travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire d'éviter un maximum les impacts. Partout où on veut préserver les fonctions, il faut les préserver aussi pendant les chantiers. Euh, quand on veut garder certaines fonctions des sols, mais on ne peut pas tout garder, par exemple, sur les cheminements, on est obligé de créer des cheminements un peu plus stables que ce qu'on a sur de la zone agricole. Là, on va essayer de travailler sur les aspects perméabilité et autres. Et puis seulement en dernier lieu, on va essayer de compenser les impacts au maximum sur site. Voilà. Et dernier point de cette présentation, ce qui me semble particulièrement important, c'est que avec l'indice de qualité des sols, on a non seulement un outil d'aide à la décision dans le cadre du projet, mais on a aussi un outil extrêmement intéressant pour faire du monitoring et du suivi. C'est-à-dire qu'on est capable, à petite ou grande échelle, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une commune, de mesurer quelle va être l'évolution de la qualité des sols sur une certaine durée. Par exemple, au bout de 5 ans, on pourrait faire un bilan de quelle a été l'évolution des sols sur les 5 dernières années, ce qui permet ensuite d'ajuster les politiques publiques en disant, bah là, notre concept de la ville éponge, il ne va pas trop dans le bon sens, on a plutôt tendance à perdre des fonctions, donc on va pouvoir peut-être corriger certaines choses ou mettre en place des règles un peu plus strictes par rapport à certains aspects. Voilà, donc en conclusion, pour être capable de mettre en place le concept de la ville éponge, en utilisant les sols, hein, parce qu'on peut très bien dire on met en place la ville éponge, mais c'est juste un projet hydraulique, et puis finalement, on prend des hydrauliciens, puis on met les bons tuyaux de la bonne taille, et puis tout ça fonctionne. Mais si on veut utiliser les sols, ce qui me paraît quand même être une bonne idée, il faut déjà connaître les qualités de ces sols. Donc ça, dans le cadre de ce cadre-là, l'indice de qualité des sols est vraiment un outil intéressant. Il faut mettre en place des processus pour préserver et valoriser les fonctions existantes autant que possible. Donc, quand on a des sols, on a la chance d'avoir des sols de bonne qualité, il faut être capable de les préserver. Quand on doit restaurer des fonctions des sols parce qu'ils ont déjà été dégradés, il faut être capable d'avoir les compétences techniques pour le faire, parce que ça demande des substrats avec certaines qualités, ça demande des compétences sur la mise en œuvre, ça ne s'implémente pas aussi facilement que poser une couche de bitume, donc ça c'est relativement complexe. Et puis il faut en être conscient, parce que sinon on aura tendance à vendre ça comme la solution miracle, alors qu'en fait on ne sera pas capable de le faire dans tous les cas. Et puis, à mon avis, il faut adopter une approche systémique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste se concentrer sur des petites opérations ponctuelles, mais il faut garder la vision d'ensemble sur le territoire pour être capable de savoir justement si les petites opérations ponctuelles qu'on fait qui vont dans le bon sens, elles compensent toutes les opérations négatives qui se font en parallèle et puis qui ont tendance à péjorer la situation. Et tant qu'on n'a pas cette vision d'ensemble, en fait, on n'est pas capable de savoir si on fait des petites opérations pour se donner bonne conscience ou bien si vraiment on a un impact très concret sur la mise en œuvre de la ville éponge. Et dans ce cadre-là, une cartographie globale comme on a avec l'indice de qualité des sols, c'est vraiment une grosse plus-value. Donc, c'est vrai que l'indice qualité des sols, il a plusieurs atouts à notre avis. La première chose, c'est qu'il est disponible très rapidement, donc on peut vraiment le prendre en compte dans les premières étapes de planification. Et c'est là qu'on a le plus de marge de manœuvre pour conserver ces qualités des sols. Il ne nécessite pas forcément des coûts très importants en termes de sondage, de récolte de données par rapport au sol. Donc, il permet de prendre en compte cette dimension-là sans avoir à dépenser des budgets énormes. Il a beaucoup de contexte dans lequel il peut apporter quelque chose.
notamment on en discutait en introduction, mais sur les plans généraux d'évacuation des eaux, au niveau de l'infiltration, je pense qu'il y a des vraies plus-values à utiliser cet indice qualité des sols. Et puis, au niveau de la formulation des fonctions, il peut être adapté en fonction des thématiques à traiter. Par exemple, si on veut juste connaître l'infiltration physique des sols, ce n'est pas la même chose que si on veut connaître l'infiltration physique et la capacité du sol à filtrer certains polluants, ce qui est quand même quelque chose qui est largement thématisé dans les normes VSA. Donc, voilà, selon ce qu'on cherche à mesurer, on n'aura pas besoin des mêmes propriétés du sol. Et ça, on est capable d'adapter l'indice qualité des sols pour répondre à ces différentes questions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Guillaume pour cette présentation de l'indice de qualité des sols. J'invite les participants à poser leurs questions dans la chat, dans la foire à questions. Je vais juste reprendre une première question à laquelle Carole a déjà répondu de façon écrite. La question touche surtout aux surfaces agricoles. Landwirtschaftliche Flächen sind ja auch Les von surfaces Menschenhand agricoles bearbeitete Flächen. ont Wie ist aussi deren été Qualität impactées par einzuschätzen? l'être humain. Comment Ich peut-on denke, je juger nach leur Bewirtschaftung sind diese qualité Böden auch stark en belastet, fonction de la beziehungsweise gestion? Ces nicht sols von sont hoher peut-être aussi Qualität, fortement aber natürlich impactés, donc trotzdem pas d'une hitzemindernd, très grande oder? qualité, mais toutefois, ces surfaces font diminuer la chaleur, n'est-ce pas? Est-ce que, Carole, tu peux peut-être expliquer un petit peu plus en détail la réponse écrite que tu as donnée? Volontiers. Ich probiere gerade auf Deutsch. Ist Je auch vais vielleicht essayer höflicher. de Danke für die répondre Frage. Ja, en ich meine, allemand. C'est peut-être plus poli. Merci pour cette question. Je crois que les sols agricoles sont aussi soumis à des impacts, confrontés aussi à des menaces sous l'angle des fonctions que ces sols exercent. Il existe une évaluation de la qualité des sols agricoles qui d'ailleurs est plus évoluée que les mécanismes à disposition dans les villes. Mais ces évaluations se concentrent surtout sur la fonction de production, c'est-à-dire la capacité du sol à produire des nutriments. Et il y a le centre de compétences des sols, par exemple, qu'on peut consulter en la matière. Mais pour approfondir, ce serait intéressant justement pour ces sols agricoles de prendre en considération aussi d'autres fonctions que purement celles de production. À long terme, je pense que c'est aussi important pour l'agriculture puisque il est important de savoir quelle est la fonction d'éponge aussi pour les paysans sous l'angle de leur gestion et production. J'espère que j'ai répondu à votre question. Sinon, réagissez. Merci, Carole, pour cette réponse. Effectivement, je pense que on parle beaucoup de villes éponges, mais toute la question je dirais, de paysage éponge, c'est aussi une question qui va être ou devoir être traitée dans les années qui suivent. C'est sûrement aussi une problématique, surtout dans la production agricole. Sinon, la deuxième question, elle portait surtout sur une question technique, sur les données nécessaires pour fonder l'indice IQ-Sol et vous trouvez la réponse avec directement un lien vers le site de la région Morges par Guillaume directement dans la foire à questions. Sinon, je profite de poser une question aussi un petit peu d'utilisation de cet indice de qualité des sols à Guillaume. Tu as montré quelques exemples où il s'agissait notamment je dirais, d'assez grands projets, plutôt de nouveaux quartiers. Est-ce que vous utilisez cet indice que vous avez développé aussi, je dirais, dans le cadre de projets plus petits
comme des permis de construire, on va dire pas forcément des maisons unifamiliales, mais plutôt dans cette direction-là, ou aussi pour des projets, je dirais plutôt d'assainissement euh, de, de bâtiments. Alors, actuellement, ce projet, donc, il vient d'être terminé. Donc, on vient d'avoir un peu les outils fonctionnels pour le faire. Et puis, on est en train de tester ces outils-là dans un certain nombre de situations. Donc, je ne peux pas répondre de... Je n'ai pas de cas dans lequel ça a été concrètement utilisé. Par contre, sur la base de ce que je connais, ça pourrait tout à fait l'être. À l'échelle d'une maison individuelle, par exemple, c'est tout à fait possible de modéliser la situation avant-après et puis d'évaluer un petit peu les impacts par rapport à cette question de qualité des sols. On a notamment un projet qui devrait se mettre en œuvre l'année prochaine ou au milieu de cette année avec le Centre de compétences Sol Suisse pour la cartographie justement des sols urbains, notamment dans des quartiers de maisons individuelles, pour voir dans quelle mesure la fiabilité de l'indice de qualité des sols est suffisante par rapport à une cartographie concrète avec sondage sur le terrain et puis en prenant en compte toutes les diversités des sols urbains. Mais c'est clair qu'on est dans des cas où l'indice qualité des sols, ça peut être un outil tout à fait adapté pour prendre en compte cette problématique. D'accord. Et tu as dit que souvent, dans le cadre de projets, on fait des sondages sur place pour, on va dire, approfondir et puis récolter plus d'informations sur les sols. J'imagine que le personnel qui doit faire ces sondages, c'est un personnel formé pour les sols. Euh, Comment c'est organisé chez vous? Vous êtes une région? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait par vous-même comme région Morgienne ou est-ce que c'est, on va dire, un travail que vous donnez en externe à des experts? Non, effectivement, ça nécessite. En fait, on a plusieurs niveaux pour ajuster ces cartes de qualité des sols. Les premiers niveaux, c'est juste par observation sur la base d'orthophoto, même sur le terrain, d'aller constater si l'observation elle est cohérente par rapport à ce qu'on a dans les cartes, dans les données de base. Et ça, c'est des choses que n'importe qui peut remplir. Un urbaniste est capable de le faire. Il faut juste maîtriser un petit peu les outils. Pareil pour les références aux données historiques ou ce type d'interprétation. Dès qu'on doit vraiment aller faire des sondages ou interpréter cette qualité des sols sur la base de données supplémentaires, il faut une formation de pédologue. Par contre, les méthodes qui ont été retenues par rapport à ça, parce qu'en pédologie, il y a il y a une gamme qui est quand même relativement vaste entre le type d'analyse qu'on peut faire, est-ce qu'on passe en laboratoire ou pas, comment on mesure ces propriétés-là. Là, on est resté sur des mesures relativement simples qui peuvent être faites par n'importe quel bureau de pédologue pour justement démocratiser un maximum. Et ce type de relevé supplémentaire, nous, on le conseille vraiment quand il y a des gros enjeux sur les projets. Par exemple, on a une zone qui est, on estime être de très bonne qualité, et puis on dit, bah, celle-là, il faut absolument la préserver dans le projet. Avant de mettre une contrainte très forte sur le projet par rapport à ça, il vaut mieux vérifier qu'elle est effectivement de bonne qualité. Parce que sinon, on risque de créer des contraintes et puis de faire peut-être d'avoir des impacts plus forts ailleurs sur la base de quelque chose qui n'est pas vérifié. D'accord. Et donc, vous donnez uniquement le conseil. Finalement, c'est le propriétaire de la parcelle qui va être construite qui, qui doit s'en occuper. Alors, pour l'instant, ces outils ne sont pas utilisés en dehors des collectivités publiques. Donc, D'accord. ces outils ne sont pas accessibles à n'importe quel propriétaire ou n'importe quel architecte. À terme, bien sûr que c'est l'idée, puisque ça permettra de démocratiser encore plus. Par contre, il faut qu'on passe de l'étape prototype, tel qu'on l'a actuellement, à un état beaucoup plus facile d'utilisation pour un utilisateur non formé. Donc, c'est une complexité supplémentaire. Mais actuellement, il est vraiment destiné en priorité aux collectivités publiques et à leurs mandataires. D'accord. Tu as parlé de ce fait que c'est un prototype et que, il faudrait, ou que vous allez le développer euh, plus loin. C'est peut-être une question pas seulement à toi, mais aussi à Carole. C'est
est-ce que vous avez déjà un projet concret ou des idées concrètes sur comment élargir et adapter cette méthodologie que vous avez développée maintenant pour la région Morgienne, on va dire aussi pour d'autres agglomérations en Suisse? Tu peux commencer, Guillaume, si tu veux. Je commence. Euh, alors, bien sûr, c'est vrai que ce projet, il a quand même été présenté un certain nombre de fois maintenant. Il joue son rôle de caractère pilote puisqu'il démontre un petit peu qu'on est capable ce qu'on est capable de faire avec un projet de ce type. Et puis maintenant, la question, le démarchage, il se passe à deux niveaux. Au niveau de Région Morge, on a mis à disposition ces outils à n'importe quelle collectivité publique qui souhaite développer la même chose sans repartir de zéro. L'idée, c'est de pouvoir investir dans des outils en commun et puis peut-être pouvoir les adapter par rapport à une problématique particulière ou des besoins particuliers, mais en investissant un petit peu sur la même base, ce qui permet de gagner du temps, en fait. Ça, c'est un premier point. Et puis là, il y a un certain nombre de projets, mais peut-être Carole en parlera aussi brièvement, qui s'intéressent un petit peu à l'utilisation de ces outils pour leurs propres besoins. Et puis, à un autre niveau, il y a toutes les démarches qui sont notamment en cours avec des cantons qui euh, sont en train d'adapter, on va dire, leur réglementation et leur politique publique par rapport aux enjeux de la stratégie sol suisse. Donc, passablement de cantons réfléchissent à ça actuellement et ont l'indice de qualité des sols dans le viseur comme une option possible pour aller dans le sens des objectifs souhaités. Donc ça, le jour où un canton décide formellement d'implémenter un indice de qualité des sols, là, très clairement, il y aura des outils et quelque chose de beaucoup plus structuré qui sera mis en place. Merci, Guillaume. Donc oui, les outils de MOG sont en libre accès et il y a des villes en Suisse qui s'y intéressent maintenant. Il y a aussi la ville de Sète en France qui est en train de l'implémenter sous la houlette des HES, la HEIAFR, l'EPIA et la HEID, comment c'est la Haute École d'Yverdon? HEIGVD, voilà. Ça, c'est un premier élément. Et on est toujours, par contre, dans des démarches volontaires. Et c'est là, quand même, un grand défi de l'indice de qualité des sols. Pour l'instant, c'est des volontaires qui testent cet indice, mais il n'y a pas de contrainte à l'implémenter. Et dans le cadre de notre projet avec Sanudo Habilitas, on travaille avec un groupe d'accompagnement national qui essaie qui mène des réflexions pour inscrire cet indice de qualité des sols dans des outils existants pour qu'il soit intégré dans des instruments existants qui puissent être mis en place plus systématiquement. Et ça, c'est encore de la musique d'avenir, mais c'est un chantier qu'on a ouvert et c'est aussi des recommandations au niveau politique qui vont arriver à la fin de notre projet. Parce que, comme le disait Guillaume, c'est aussi lié à cet objectif de zéro perte de sol. Et là, il y a l'intérêt d'avoir cet indice de qualité des sols pour lier cette stratégie et finalement concrétiser cette stratégie. Tu viens de citer cet objectif zéro consommation nette. Ça amène directement à la prochaine question qui a été posée. C'est quelque chose qui a frappé aussi Patrick Clémençon. Cet objectif de zéro consommation nette, il dit, voilà, qui me semble bien utopique, même si les pertes de fonction du sol doivent être compensées par des réhabilitations de sol autre part. Pensez-vous vraiment que cet objectif est réaliste et réalisable? Alors, à titre personnel, je pense que le parallèle avec le zéro émission de CO2 en 2050 est tout à fait pertinent, parce qu'on est exactement dans la même logique. On ne se pose plus la question aujourd'hui si on doit le faire ou pas. Tout le monde sait qu'on doit aller vers cet objectif-là pour préserver des conditions de vie qui soient correctes. Est-ce qu'on y arrivera? C'est une autre chose. C'est un autre enjeu. Et puis, ça dépendra un petit peu justement des processus qu'on sera capable d'adapter, des éléments
des outils qu'on sera capable de créer, un peu d'innovation par rapport à ça. Nous, on voit plutôt l'aspect positif pour l'instant parce qu'on voit il y a beaucoup de synergie avec ce qu'on cherche à faire depuis longtemps en matière d'aménagement du territoire et puis qu'on a de la peine à faire, hein, parce que la question de l'imperméabilisation des sols en milieu urbain, ce n'est pas une thématique qui est nouvelle en tant que telle. Ça fait un bon moment qu'on alerte sur cette question-là. Alors, on ne s'est jamais donné les moyens vraiment de lutter efficacement là contre. Maintenant, c'est un élément de plus pour le faire. Euh, mais voilà, on sait que de facto, ce n'est pas tellement intéressant de dire on densifie les villes, mais en fait, tout le monde va habiter dans des zones extrêmement bétonnées où il fait très chaud en été. Enfin, ça donne envie à personne. Donc, on va devoir trouver des solutions par rapport à ça. Dans la veine, je Merci, pense que Guillaume. c'est une bonne opportunité justement pour mettre les sols en avant et créer des synergies, par exemple avec les villes éponges, et puis amener vraiment cette idée que le sol apporte aussi une plus-value pour la qualité de vie dans l'espace urbain, même si ça reste effectivement très ambitieux. Merci, Carole. Guillaume, toi, tu as dit l'imperméabilisation, c'est un grand enjeu et je pense que c'est un peu le mot-clé pour passer la parole à la dernière présentation de Isabella Sedivi. Isabella, elle est biologiste, elle a travaillé longtemps auprès du VSL et puis surtout les dernières années, elle était une des co-initiatrices de l'initiative Mission B, connue surtout en Suisse alémanique, mais je pense aussi dans toute la Suisse, par ses émissions aussi à la télévision. Et depuis 2021, elle est co-directrice avec sa co-initiative Bettina Walch au bureau Plan Biodiverse. Et puis, ils ont lancé une initiative en ville de Zurich pour essayer de promouvoir la désimperméabilisation de surfaces qui sont imperméables pour le moment. Et donc, elle va nous montrer quelques exemples où on a essayé de ramener un petit peu de verre en ville. Merci Isabella. Merci aussi. Je vais Constant ouvrir. Bildschirm Oui. Genau. Seht ihr das? Wir sehen Est-ce ihn, que ja. vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Merci beaucoup de me donner la possibilité de vous présenter notre projet de casseuse de bitume. Vous voyez, nous sommes 4 femmes à côté de moi. Vous voyez aussi Barbara, Bettina et Sabrina. Nous travaillons dans la société Plan Biodiverse qui s'occupe de communication et de planification dans le domaine de l'environnement. Nous travaillons autrement et aussi pour des mandants externes, mais ça, c'est notre propre projet. Il est né lors d'un concours lancé par la Banque cantonale de Zurich et qui a fait un appel à idées pour améliorer l'environnement en secteur urbain. Nous conseillons donc des particuliers, des organisations ainsi que des entreprises qui souhaitent aménager leur parking, leur cours intérieur et les désimperméabiliser. Nous leur fournissons à la fois des conseils, on leur fournit aussi des contacts avec des entreprises de partenaires et on les aide à obtenir les autorisations nécessaires. Donc, nous encadrons l'ensemble du processus de désimperméabilisation et aussi de verdissement, reverdissement. C'est un stade important de chaque projet. Par ailleurs, nous documentons l'ensemble de nos projets avec des photos, des vidéos avant, après, pour mettre en avant, illustrer tout ce qui est possible, parce qu'il est nécessaire de sensibiliser l'ensemble de la population à ce type de projet, aussi bien les citoyens que les experts et les différents corps de métier. Il faut bien voir que
nous allons reverdir des espaces qui ont été complètement imperméabilisés. Donc, c'est parce qu'il en est de la qualité des sols dessous, mais il faut avoir une révolution, engendrer une révolution dans les têtes et pour que les gens se rendent compte qu'il vaudrait mieux minimiser au possible les zones imperméabilisables. Et cette société qu'on a appelée plan biodiverse met l'accent sur la biodiversité, car chaque projet doit vraiment être imprégné par le souci supérieur de la biodiversité. Comme vous l'avez déjà entendu dans ce webinaire, il y a des synergies à exploiter pour faire face ou s'adapter face au changement climatique et à la biodiversité qu'il faudrait préserver. Et on s'est rendu compte que chaque petite niche de biodiversité contribue à lutter contre le changement climatique en réduisant la chaleur, en luttant contre la sécheresse, mais contribue aussi à lutter à l'adaptation lors de pluies diluviennes. Et puis, cela contribue aussi, et c'est très, très important, à préserver la qualité de vie des gens dans les villes. Les gens, ils ont peut-être envie aussi d'entendre le chant d'un oiseau et de respirer de l'air pur et d'être plus proche de la nature. Si vous voyez Bettina et Sabrina, mes collègues, ils se trouvent dans une cour intérieure de la banque cantonale de Zurich. Donc, vraiment, on a créé ce petit îlot de nature en plein centre de la ville et on voit bien que ça améliore la qualité de la vie. Je vais vous donner quelques exemples à présent, tirés de la pratique. Nous avons pu transformer 10 surfaces qui ont été désimperméabilisées. Ici, vous voyez vraiment une agglomération extrêmement asphaltée. C'est à côté de la Turbinenplatz que nous avons déjà évoquée pendant ce webinaire. Ça, c'est la surface en question. Représentant d'une fondation à qui appartient cette surface nous a contacté pour dire nous souhaitons désimperméabiliser une série de places de parc. À côté, il y avait aussi des postes de stationnement qui appartenaient à la ville. On leur a demandé s'ils souhaitaient s'associer à cette action de désimperméabilisation. Ils ont tout de suite dit oui. Et vous voyez à quoi ça ressemblait avant le projet et voilà ce que nous avons atteint après. Nous avons donc désimperméabilisé 80 mètres carrés tout en préservant les places de stationnement. Mais nous avons dans un petit coin de ces endroits au moins créé des niches pour les abeilles sauvages, par exemple. C'est complètement artificiel, bien sûr. On a dû recréer ce sol. Mais malgré tout, on a vu des abeilles déjà après quelques jours s'approprier la surface dans le sable. Ici, vous voyez que nous nous sommes fait aider par une société de construction avec une pelle mécanique, mais nous-mêmes, on a aidé aussi à enlever l'asphalte et puis nous avons surtout documenté le projet. Ici un autre des premiers projets que nous avons réalisés. Vous voyez une propriété privée, une personne en fait qui
voulait se débarrasser de la plaque en béton devant sa propriété. Et nous avons remplacé l'asphalte, le béton, par du gravier calcaire. Et le but est aussi que la verdure s'installe. Et ce qui est positif, c'est que le voisin a aussi été convaincu à s'associer à l'initiative. Vous voyez à côté, il y avait aussi une zone en fait, et on a préservé la place de parc, mais avec cette grille en fait de gazon, on a créé un compromis et l'eau peut être mieux absorbée par le sol. Ici, nous avons désimperméabilisé donc d'un autre projet de 120 mètres carrés. C'est une petite allée d'accès. Vous voyez, on a désimperméabilisé. Alors, ça n'a pas encore été reverdi, mais nous allons veiller à ce que la verdure s'installe. Et la personne qui gère ce projet actuellement, certainement, il veillera aussi parce que c'est quelqu'un qui se sent très proche de la nature et qui n'a pas besoin que tout ait l'air tout propre, en ordre, extrêmement. Bon, il y avait une contrainte parce que il faut laisser en fait la possibilité, par exemple, aux fauteuils roulants de passer, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers. Et ici, vous voyez un autre projet. Nous avons effectivement pu nous débarrasser ici d'une plaque de béton, d'une chape, et installer un jardin. Et on a prévu des fleurs sauvages qui accueilleront des abeilles et qui viendront donc pour la pollinisation. Et avec l'aide de IG abeilles sauvages, nous avons travaillé et ils ont conseillé le jardinier qui connaît bien les plantes indigènes, mais qui ne savait pas vraiment comment aider les abeilles. Il s'agit de 24 mètres carrés, mais alors n'est pas beaucoup, mais enfin, on y a quand même installé beaucoup plus de vie. Ici, ça, c'est un autre exemple que je trouve extrêmement beau. C'est en fait un locataire par propriétaire qui a fait naître cette initiative. Il a réussi à convaincre 3 propriétaires en tout à désimperméabiliser au total 8 places de parc dans cette cour intérieure. On va planter encore un nouvel arbre. Nous allons faire aussi de la végétalisation verticale. C'était franchement triste avant, et on verra au printemps réellement quelle sera l'image au terme de l'intervention. Ici un autre exemple qui illustre l'exploitation de synergie. Actuellement, comme vous le savez, à Zurich, on creuse partout, il y a des chantiers partout, on installe le chauffage urbain et les propriétaires qui savaient que de toute façon il y aurait ces travaux ont eu l'idée justement d'intervenir pour transformer une surface parce que ça devenait très très chaud pendant l'été. Alors ils nous ont contactés pour que après le chantier, ce soit pas directement réasphalté.
Et effectivement, donc la fosse sera comblée, mais pas par du bitume. On va prévoir de la végétation. Ça, vous voyez, c'est une photo d'il y a quelques jours. À gauche, ce sera un jardin avec un bac à sable aussi pour les enfants. Donc, c'est un autre bel exemple où on voit que si quelqu'un n'avait pas pris l'initiative, ne s'était pas impliqué, eh bien, après l'installation du chauffage urbain, on aurait de nouveau complètement imperméabilisé cette surface. J'ai réfléchi ce que je souhaitais confier aux expertes et experts qui participent à ce webinaire. Eh bien, je crois que la ville éponge, en résumé aussi, une grande opportunité pour davantage de biodiversité. Par le biais d'initiatives comme je vous l'ai présenté, bien, on crée de nouveaux habitats naturels. Ça préserve les cycles de oxygénisation, hein, de cycles naturels, de cycles de nutriments aussi. Pour toutes les personnes qui ont réalisé de tels projets, il y a un constat, c'est que la biodiversité est vraiment un argument puissant. Quand on dit par là, on arrive à promouvoir la biodiversité, eh bien c'est plus facile en fait de convaincre les voisins et tous les acteurs associés. Dans les communes, donc, et dans les lotissements, c'est important de savoir quand on veut réaliser de tels projets qu'il faut vraiment tenir compte de la biodiversité, que l'on prévoit, par exemple, hein, des verdures indigènes, que ce soit riche en structures. Il faut avoir le courage d'abandonner le tout propre en ordre et dire au revoir, en fait, hein, aux jardins de gravier qui se sont construits peu à peu avec le temps. Et puis, il n'est pas forcément nécessaire hein, d'être extrémiste au sens où ça ne doit pas être à 100%. Hein, chaque petite pierre apporte, contribue à la construction d'un édifice supérieur. Quand, par exemple, on pense aux plantes indigènes, elles ne doivent pas être toutes à 100% indigènes. Et puis, on peut exploiter les mesures d'intervention dans les villes qui sont de toute façon déjà prévues, comme on l'a vu avec le chauffage urbain, quand il y a des travaux de rénovation, des installations de nouvelles canalisation, eh bien, on peut justement repenser complètement à ces surfaces. Et c'est alors aussi plus facile de se faire aider par les bailleurs de fonds de ces projets. Voilà un aperçu de nos expériences pratiques dans la réalisation de nos projets de libération des sols. Merci. Merci Isabelle pour ces très jolies images. Ça montre que voilà, la ville éponge, c'est pas seulement les grands quartiers, les nouveaux quartiers, mais c'est une somme de plein de petites interventions comme aussi celle que tu viens de présenter. J'ai une question, tu peux très bien répondre en allemand. Il y a quelqu'un qui a posé la question, c'est super ce que vous faites. Est-ce que vous savez s'il existe aussi des casseuses ou casseurs d'asphalte en Suisse romande qui copient votre exemple? Ja, ich glaube, also Oui, die je französische Schweiz ist eigentlich schon je crois que la Suisse romande est très avancée avec ses mesures pour promouvoir la nature. Alors,
une action complètement identique à la nôtre en Suisse romande, je n'en connais pas, mais je crois qu'il y a de nombreuses communes et qui se concentrent sur cette orientation. C'est toujours important pour les citoyens de proposer des idées positives à leurs élus et pas seulement les critiquer. Peut-être qu'on arrivera à les persuader et on verra naître de nouveaux projets dans ce sens. Merci Isabelle. Je regarde encore vite dans la foire à questions. Il y a un constat, mais pas une question. Donc, s'il y a encore quelqu'un qui veut poser une question, attendez, je vais descendre. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu. Il existe, il paraît, croque bitume. Je connais pas, mais je vais Wow. aller, je vais aller voir ce que c'est exactement. Une question qui est posée, c'est wie hoch ist die Versicherungsfähigkeit der entsiegelten Wege? Wassergebundenen Quelle est la Wegedecken capacité wird nur ein geringer Versicherungsgrad zugeschrieben. des imperméabilisations des allées de passage? Oui, effectivement, des imperméabilisés avec ces graviers calcaires laissent passer de l'eau, mais pas énormément. Ça, juste. Mais tous nos projets sont à Zurich. Et il y a un projet qui s'appelle Mehr als Grün, plus que vert. Et ce projet favorise aussi la, la construction de chaussées avec des graviers de plus grande taille qui laissent passer plus d'eau. Et en plus, si l'on verdit, par ailleurs, les plantes retiennent davantage l'eau et il y a une meilleure absorption. Merci pour cette explication. Je me permets de répondre en plus à cette question avec l'information qu'on va organiser un webinaire sur la thématique des différents types de surfaces, on va dire semi-perméables, que ce soit du gravier engazonné, des dalles en gazon, etc. Parce qu'il y a aussi un grand projet de recherche qui est mené par l'Haute École de Zurich, la ZHW, où ils testent différents types de surfaces concernant aussi leur qualité d'infiltration. Donc, c'est quelque chose à venir, mais je ne peux pas encore vous donner la date exacte. Mais avec ceci et en regardant l'heure, je me permets d'arriver vers la fin de ce webinaire. Je vous partage brièvement encore mon écran. Je remercie chaleureusement, désolé, je vais encore déplacer ça. Je remercie chaleureusement tous les 3 intervenants et intervenantes pour leur présentation. J'espère que vous avez pu en retirer quelque chose. Je vous rappelle qu'on est très heureux si vous répondez aussi au sondage qui est dedans, surtout aussi pour avoir un feedback sur la qualité des présentations et la qualité de la traduction simultanée pour savoir si poursuivre avec ce format aussi en futur. Sinon, juste une brève pub pour les 2 prochains événements qui sont organisés par le réseau Ville Éponge. Le premier événement, ça va être le prochain webinaire qui aura lieu fin mars et qui aura un focus sur les moustiques. On va vous présenter le nouvel aide-mémoire moustique qui va être publié le mois de mars par le VSA. Et après, il y a un événement, par contre, de journée technique avec réseautage. Donc, c'est sur place, c'est pas online. C'est la journée sur les fosses impluvium ou fosses de Stockholm, les substrats que Guillaume a aussi cités,
et qui aura lieu le 30 avril à Lausanne. Il y a encore 2 places. Vous pouvez très volontiers vous inscrire. Il y a plein d'autres événements qui auront lieu aussi. Vous les trouvez sur notre site Sponge City. J'aimerais en citer surtout un. C'est un événement qui aura lieu le mois de mai à Zurich. C'est la Fachtagung ZHW Urban und Grün, l'édition 2024. Et là, on va profiter avec Carole Imhoff, que vous avez entendu aujourd'hui, et moi, plus d'autres intervenantes, d'organiser aussi un workshop l'après-midi sur les synergies entre la gestion du sol et la gestion des eaux pour une meilleure qualité de vie dans le milieu urbain. Et sinon, je rappelle encore une fois, comme j'ai déjà rappelé lors du dernier webinaire, qu'on est toujours à la recherche d'exemples, notamment en ce moment sur la gestion des eaux pluviales au-delà des limites parcellaires et aussi sur des bons exemples pour la mise en place des consignes de sécurité pour les plans d'eau. Donc, tous ceux qui ont un projet en cours ou qui connaissent un projet qui vient de se terminer, qui peut être intéressant, peuvent volontiers nous contacter directement en nous envoyant un courriel à spongecity@vsa.ch. Et par ceci, je termine. Je remercie encore une fois pour votre participation très nombreuse, vos présentations intéressantes et j'espère que on va pas forcément toujours prendre le sol comme élément, ça dépend où il est et quelle qualité il a, mais qu'on réfléchisse et qu'on considère le sol en futur aussi dans le cadre de la planification des villes éponges. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.